Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Ingrid. Bonjour. Comment vas-tu? Un petit peu enrhumé, mais sinon tout va bien. Un sacré virus. Oui, il y en a plein de ça. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, là, parce qu'on a beaucoup débattu en off. On va aborder la neutralité des technologies et d'Internet. Pas autant technologique, mais le fait que ça se promène, parce qu'on vit dans un univers où on a, je crois, une présomption très forte que les technologies sont neutres, quand dans la réalité, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque c'est l'humain qui l'utilise et donc l'humain la colore d'une certaine façon, parce que ce n'est qu'un outil. Je vais te laisser amorcer parce que c'est un peu ton idée aussi, puis on va s'amuser avec ça. En fait, c'est parce que la question se pose de plus en plus autour de moi, parce qu'on avait déjà parlé de l'erreur, on avait parlé de la faute, mais à chaque fois, on parle du rôle du concepteur et puis par rapport à l'utilisateur. Et que, comme tu le sais, l'utilisateur est le maillon faible. Non, l'utilisateur, pour moi, il fait avec ce qu'on lui met entre les mains. Donc, en même temps, si l'utilisateur fait des choses et a des comportements ou prend des décisions qui ne sont pas les plus adaptées à son besoin, finalement, qui l'a influencé, qui l'a amené, et puis est-ce qu'on ne peut pas le conduire à agir comme on veut? Et finalement, qui est responsable? Le fournisseur, celui qui a fourni le matériel? Enfin voilà, pour moi, les technologies ont la couleur de ceux qui la font. Mais parce qu'en fait, elles sont faites par des humains et que, comme tout acte de notre vie, c'est lié à notre culture, à notre éducation, et que tout ce qu'on fait, de toute façon, est conditionné à notre vision. Et moi-même, quand je travaille ou quand là, je fais l'émission avec toi, de toute façon, je vais tenter d'influencer et je ne suis pas neutre, j'ai des convictions. Et le problème, c'est que parfois, j'ai peut-être un peu trop de convictions, mais je reste ouverte. Et donc... On n'a jamais trop de convictions. Sont peut-être un peu trop affichés. Ça, c'est d'autres choses. Mais on a tous énormément de convictions. Là. Ça, c'est humain d'avoir des convictions, d'ailleurs. Est-ce que distribuer une tarte, c'est d'avoir trop de convictions? Parce que des fois, on en distribue quand on entend trop de bêtises. Donc, voilà. Donc, non, pour moi, la technologie n'est pas neutre. Et finalement, la technologie qui se dit plus fiable que l'humain, mais pour moi, n'est qu'un reflet de l'humain qui l'ont faite. Donc, c'est là où après, ça devient un cercle vicieux. Et donc, après, c'est quelle est l'intention de mon humain? Et finalement, c'est mon humain, il est gentil ou mon humain, il est méchant? Et mon humain, il attend quoi de moi? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette quête de sens, on l'a aussi dans la technologie, le pourquoi cette technologie a été développée. Alors, j'avoue que des fois, on a des gens qui disent je sais pas, c'est parce qu'on m'a dit de faire. Alors là, c'est la galère. Parce que là, je sens que les discussions vont être longues et qu'on n'est pas prêt d'être conforme RGPD. Mais il n'y a pas toujours des moments de solitude. Des fois, on a des gens pleins d'idées et de convictions et qui imaginent des choses. Mais c'est beau dans leur monde. Mais après, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens autour d'eux qui vont reprendre ce qu'ils ont fait et qui vont utiliser ce qu'ils ont fait et détourner ce qu'ils ont fait. Et là, on voit le naïf. Et ils sont mignons, les naïfs. Et ces naïfs-là, ils ont besoin d'être protégés parce que il faut pas détourner les intentions. Et là, je pense notamment en santé connectée aux intelligences artificielles qu'on utilise comme des médicaments, les intelligences artificielles dites thérapeutiques, qu'on utilise en rééducation pour des personnes désorientées, pour des personnes traumatisées crâniennes. Mais dans un autre cadre d'usage, ça devient de la guerre cognitive. Absolument. Puis on est dans un univers très, très différent parce que justement, cette présomption que la technologie est neutre vient biaiser. On l'a sur les fils de nouvelles Facebook, par exemple, qui est un exemple très grand public, sur lequel les nouvelles qui nous sont présentées sont pas neutres. C'est les nouvelles qui sont présentées, sont dirigées vers nous, donc ça sert à influencer en quelque sorte un peu notre perception de l'univers, les choses comme ça. Donc, la neutralité s'enlève. Là, quand on emmène ça dans des sujets plus graves ou qui ont des conséquences sur des vies humaines, on va parler comme le sujet que tu aimes bien, la médecine, entre autres, ça devient très, très, très important. Puis l'intelligence artificielle, puis on découvre
avec horreur en quelque sorte, mais avec surprise dans certains cas, que les intelligences artificielles sont naturellement biaisées avec les données qu'on leur donne. Donc, ce qui fait qu'ils vont avoir dans certains cas, puis j'en parlais justement dans un épisode récemment, c'est pas moi, mais c'est mon collaborateur, sur le fait que Amazon avait utilisé un élément comme ça et s'était rendu compte que l'embauche des gens se faisait sur le fait que c'était favorisait normalement les favorisait plus les hommes que les femmes parce que les données d'entraînement de l'intelligence artificielle étaient beaucoup plus axées sur les hommes que sur les femmes. Donc tout ça, cet élément biaisé là vient même des humains. On est même responsable du fait que les technologies ne sont pas neutres. Surtout quand on parle des données passées, comme dans les exemples que tu as donnés. Donc déjà, l'humain n'est pas neutre. Et en plus, quand on a faim, il paraît qu'on est vraiment raciste. Si on regarde les décisions de justice, puisque là, il y a des cas aussi. Donc quand on a faim, on devient raciste dans les jugements américains. Mais quand on commence à travailler sur ces questions et qu'on commence à demander des comptes et que, en tant que futur utilisateur, on dit « Pouvez-vous me donner des garanties quant à vos intelligences artificielles que vous allez concevoir pour moi et jusqu'à quand je vais garder la maîtrise? Jusqu'à quand je vais comprendre comment elle fonctionne et pourquoi elle est arrivée à tel résultat ?» Bon, à part me dire que je suis casse-bonbon, et que, en gros, j'ai pas à m'inquiéter, il y a une belle grosse boîte noire magique. Et en fait, j'ai dit, ouais, mais là, en fait, j'ai un médecin qui va devoir expliquer à son patient pourquoi il propose telle solution thérapeutique. À un moment donné, je pense que quand on parle de l'humain, il faut être clair avec ce qu'on fait et sur la manière dont on a travaillé et dans la manière dont on a réfléchi. À partir du moment où je veux automatiser pour gagner du temps, il faut être plus proche du raisonnement qu'aurait fait le médecin naturellement pour répondre. Après, bien sûr qu'il faut utiliser la technologie là où elle peut nous faire des avancées, mais moi, je parle d'une décision éclairée comme on parle du consentement éclairé pour un patient. La décision éclairée du médecin, il a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et quand moi, on me dit, je vous garantis que c'est fiable à 99,9%, ça, on en a déjà suffisamment parlé. Moi, le fiable mathématiquement, c'est pas forcément la fiabilité de ma décision. Donc, tu n'as pas pris tous les paramètres de ma prise de décision. L'élément statistique, puis c'est ça, puis on en parlait en off aussi, le 99.9 nous semble très, très fiable. Quand dans la réalité, quand on a fait un peu de statistiques, on comprend que ça n'est pas, c'est pas suffisamment fiable pour la plupart des usages, parce que si les avions étaient fiables à 99.9%, il y en aurait régulièrement qui tomberaient du ciel parce que c'est largement insuffisant pour arriver au degré de fiabilité qu'on a besoin pour ce genre de choses-là. Fait que oui, c'est traite, mais c'est juste de vendre des choses que les humains comprennent pas, parce qu'on n'est pas habilité à comprendre l'élément statistique de façon naturelle, puis à moins d'être formé spécifiquement dans ce domaine-là. Moi, c'est ce qui me fait peur avec la technologie. Ouais, elle n'est pas neutre, il faut qu'on en ait bien conscience. Parce que quand à un moment donné, on nous dit la technologie est moins faillible que l'humain et on vous demande d'avoir une confiance absolue en elle, il vaut mieux comprendre comment elle fonctionne. Parce que quand on est dans nos relations entre humains, quand on a compris le mécanisme de notre interlocuteur, on sait adapter notre comportement. Je te rappelle, lors du Secure en début d'année où j'ai dit finalement les IA c'est comme les mecs bourrés, quand on sait qu'il est bourré, on adapte notre comportement. Et l'IA, quand on sait comment elle fonctionne, on adapte notre décision et les actions qu'on va engager. Là, quand on nous dit surtout t'inquiète pas, aie confiance, ça vous rappelle pas certains dessins animés? Moi on m'a toujours dit ça fait partie de ton éducation. Et moi, en fait, quand on me dit « aie confiance », comme dans le livre de la jungle, non, le serpent, j'ai pas confiance. Donc, ouais, je me méfie. Avec raison. Puis, de toute façon, tu avais amené le cas du GPS, le fait à quel point on n'utilise plus notre intelligence
quand il y a de l'intelligence artificielle qui est présente. C'est comme si on déléguait tout ça, puis on tournait ça à notre cerveau à off. Donc, on n'est plus compétent, on n'est plus rien du tout à ce moment-là. Et c'est très épeurant parce que si on parle en médecine, si les médecins commencent à laisser tomber leur jugement professionnel et se fient entièrement à la machine, on a des problèmes majeurs qui vont se diriger vers nous. Comme comme il y a d'autres cas, il y a plein de cas qui font de plus en plus les médias, que justement, on est dans des situations où les humains ont fait une confiance aveugle à la technologie, puis ça a causé des désastres, même des pertes de vie, des fois très importantes, qui sont liées à ce genre de choses-là. Fait que, est-ce que c'est neutre? Non. Est-ce qu'on doit y faire confiance? Non, faut l'utiliser comme un supplément à nous, un indicateur supplémentaire, un stimuli supplémentaire dans lequel qui vit. Parce que dans le fond, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, c'est avec des stimuli, nos yeux, nos oreilles, notre toucher. Puis sur la base de ces stimuli, on prend des décisions. Puis encore là, même chez l'humain, c'est biaisé parce que certains stimuli, des fois, vont être mal interprétés par le cerveau ou vont être littéralement évacués par le cerveau. Là. J'aime bien ton Ben, non, parce qu'il y a, en fait, tu as même des stimuli qui viennent te neutraliser le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau est déconnecté dès qu'il voit la chose. Et toi, tu es là, tu dis « Oups !» Et là, tu vois là que, en fait, la personne a très bien compris comment tu fonctionnais et que donc là, elle vient de te neutraliser pour t'obliger à passer à la question suivante. Donc, on avait parlé des tablettes de chocolat qui étaient qui neutralisaient ma concentration. Entre autres choses, mais on parle de façon plus sérieuse au niveau des technologies. On a tous les algorithmes qui sont utilisés par Facebook, par exemple, qui servent justement à neutraliser notre sens critique et justement nous amener dans une zone ailleurs, de manipuler l'inconscient pour nous amener dans des zones qui nous contrôlent littéralement à ce moment-là, et où donc ça enlève la nature de neutralité, parce que si l'algorithme est là pour nous manipuler, donc pour changer les actions qu'on va poser, elle a une influence sur nous. Donc à ce moment-là, on n'est plus dans un contexte où on est simple consommateur d'une plateforme, comme la télévision à la limite peut être. Là, on est dans un contexte où il y a une influence qui va nous faire poser des actions. Cambridge Analytica est un bon exemple de cette nature publique, de cette nature-là dans laquelle il y a eu une influence réelle par une compagnie qui, on peut déjà dire que les élections américaines ont été modifiées, les résultats potentiellement modifiés sur la base de cette influence-là qui a été utilisée par les données qui ont été utilisées par la technologie. Mais sur ces problématiques avec les GAFAM, tu as aussi toutes les addictions qu'ils génèrent. C'est-à-dire que avec les algorithmes qu'ils ont développés, ils nous font devenir des boîtes à clics. Donc ils génèrent du clic et on voit maintenant des personnes même qui arrivent à se désociabiliser parce qu'ils ne vivent qu'à travers les réseaux sociaux, que s'il se passe quelque chose, quelqu'un qui va dire qu'il aime pas ce qu'ils ont fait, ou parce qu'ils ont tellement tout misé, ils ont tellement cliqué, ils ont tellement dit qui ils étaient sur les réseaux, que finalement ils ne savent plus distinguer leur vie réelle de leur vie virtuelle dans le cyberespace. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a des déviances, il y a des addictions, et qu'on se retrouve même maintenant avec des stages de déconnexion. C'est-à-dire que, comme l'alcool, comme le tabac, comme les drogues, finalement, le numérique et l'Internet devient, en fait, et les réseaux sociaux en particulier, deviennent des sujets d'addiction et qui sont traités par les médecins. Et il y a qu'à voir, je veux pas dire, mais les influenceurs, il y a du level, quoi. Voilà. Et c'est des agents qui servent justement à modifier nos éléments, notre comportement comme ça. C'est assez troublant. Puis on peut à certains égards, la radicalisation ou l'épidémie de radicalisation qu'on vit à l'heure actuelle peut être très fortement rattachée à cette addiction-là qu'on a avec les technologies et cette modification-là, parce que tu sais, rationnellement, on prend l'exemple de QAnon, par exemple, qui est le plus évident à l'heure actuelle, va radicaliser des gens et va tranquillement les amener vers ces éléments-là parce qu'ils utilisent des stratégies justement de manipulation et la technologie est même un accélérateur pour eux dans ce cas-ci, qui va les aider justement à multiplier l'effet
de contrôle de ces populations-là, de radicalisation de ces gens-là, bien malheureusement. Là. Et ce que je trouve regrettable, en fait, c'est qu'on ne nous forme plus à avoir un esprit critique et qu'on nous met vraiment dans une position de consommation par rapport aux technologies. Et comme on ne nous explique pas comment elles fonctionnent, on ne peut pas mettre en place des mesures de protection et de sécurité pour identifier en disant ah ça finalement c'est pas vraiment ça que je veux et donc je prends en compte mais je vais chercher ailleurs, je continue à chercher parce que Internet est quand même très riche, la connaissance devient accessible, ça permet de la démocratiser, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Par contre, il faut nous apprendre à l'utiliser correctement. C'est à nous aussi d'éduquer les nouvelles générations parce que quand je pense, bon voilà, en fait, comme me disait Alexane, je suis une jeune vieille. Donc en fait, moi, je fais partie de cette génération qui a pas grandi avec un smartphone dans les mains. Voilà. Donc finalement, je sais ce que c'est que de faire des recherches. Et quand j'étais petite, moi, j'admirais Simone Veil parce que je trouvais que cette femme avait un parcours remarquable. Et c'est vrai que je me suis engagée dans le droit parce que je voulais faire magistrature comme Simone Veil. Aujourd'hui, quand on demande les exemples pour les jeunes filles, elles vont pas vous citer Simone Veil. Elles savent même pas qui est Simone Veil. Mais parce que avec leur smartphone qu'elles ont très jeunes, dans la cour d'école, elles vont pas vous parler de Simone Veil, elles vont vous parler là des influenceuses. Donc chez nous, c'est les Marseillaises, c'est les ch'tis, c'est les machins. Mais autant vous dire que on a un gros problème déjà de langue française parce que la langue parlée est très bizarre. Même nous, on la comprend pas. Et on va dire que c'est pas les QI les plus élevés de la planète qui s'expriment sur ces réseaux-là. Bon, ok, les enfants s'en amusent parce que c'est pas ce qu'ils entendent à la maison, mais en attendant, c'est ce qu'ils consomment. Mais ça finit par dévier ce qui est à la maison aussi, parce que les parents, tranquillement, vont commencer à glisser vers ce genre de choses-là. Je suis de la même génération que la tienne, où puis dans le fond, j'aime ça, on est comme une drôle de génération, on est suffisamment jeune, justement, pour reprendre le terme d'Alexandre, pour bien maîtriser la technologie, mais justement assez vieux pour avoir connu avant la technologie. Donc, d'être capable de faire la part des choses entre l'univers réel et l'univers virtuel, puis de justement nous amener, parce que justement, t'as une personne avec un rôle modèle qui était très sain, qui les amenait vers choses qui justement amenait les jeunes, dont toi, à aller vers une profession qui a des impacts sur la société, des impacts positifs et d'amélioration. Puis là, on est dans un univers d'influenceurs. Puis disons, on a eu le cas au Canada où il y a des influenceurs qui n'avaient pas respecté les mesures sanitaires dans l'avion, tout ça, puis ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Ces gens-là se sont trouvés dans un contexte étrange. Puis là, ça a été intéressant de voir qu'il y a eu beaucoup d'éléments sociaux qui ont mis de la pression sur ces gens-là. Donc, plusieurs ont perdu leur emploi. Plusieurs ont ça, mais c'est des influenceurs, mais finalement, il y avait des vrais emplois. Là. Fait que tous ces gens-là, on se sont retrouvés dans un contexte où leur influence, puis tout le volet plaisir un peu con, un peu genre désinvolte, sans conséquence, il n'y a pas de lendemain. Ben oui, il y a un lendemain parce que tu as un emploi que tu n'auras peut-être plus. Est-ce que tu seras peut-être plus employable non plus parce que maintenant, tu as mis ton visage sur les réseaux sociaux? À notre époque, on n'avait pas ça. On s'affichait pas publiquement. On s'affichait dans notre gang d'amis ou dans nos choses, on faisait nos mauvais coups. Mais nos mauvais coups n'avaient pas une portée planétaire. Là, maintenant, les mauvais coups des jeunes ont des portées planétaires et influencés par des gens. Puis c'est encore plus drôle. Je réussis pas à comprendre comment les jeunes peuvent tomber dans ces choses-là, comme avaler les Tide Pods, avaler des choses toxiques, ils font des gestes dangereux, mais influencés par ces choses-là. Parce que c'est là où on voit la capacité d'influence des jeunes entre eux autres. Puis ils se font faire ou s'obligent entre eux autres à poser des gestes dangereux, soit toxiques avec les Tide Pods qui avalaient, puis ça explosait dans leurs estomacs, puis ils étaient en choc toxique. Là, ça devait être terrible comme élément. Ou même des fois, ça va jusqu'à des gestes qui étaient suicidaires dans certains cas, là, qui sont très tristes pour la jeunesse. Fait que ces exemples-là sont terribles. Oui, on y a joué, nous aussi, quand on était petits, au cap ou pas cap. Sauf que comme en fait il y avait moins
notre cercle d'amis était beaucoup plus restreint que maintenant via les réseaux sociaux. L'influence en général, qu'est-ce que tu fais? Tu traînes avec les gens de ton village ou ou tes copains d'école, donc en fait c'est à peu près la même culture, c'est le même milieu, donc finalement c'est les mêmes idées déconnantes de notre milieu et en fait tout l'aspect sociologique qui nous concerne. Aujourd'hui, on est à une échelle mondiale avec des influences et puis on se challenge sur le cap ou pas cap et puis il faut trouver sa place dans une société. Quand on voit les atrocités qu'on voit maintenant sur Internet parce qu'on veut générer des vues sur la vidéo et qu'on en vient à agresser et filmer des agressions, enfin les gars ils se vantent parce qu'ils quand même à un moment donné on prend conscience qu'ils se sont filmés en train de faire des actes atroces. Ce que d'habitude, tu aurais totalement caché parce que tu sais que tu es répréhensible, que voilà, que c'est une infraction. Non, je vais le faire et je vais surenchérir. Non, mais sérieux? Et j'ai dit, dans quelle société vit-on? Donc, c'est vrai qu'après, derrière, on va nous dire, il faut mettre de la modération. Oui, mais là encore, pareil, ça veut dire la modération, oui, mais la censure, où est la limite? Parce que la modération chinoise, c'est de la censure. Et eux, ils vont me dire, non, c'est de la modération. Pourquoi quand je suis en Chine, Google Chine ne me dit pas qu'il y a des grèves en France? Bon, ok, c'est un état permanent, mais bon. Mais il y a ce genre de choses-là, puis la censure est grave parce qu'en plus, ils utilisent la honte publique comme étant un moyen de levier très important. Pour ça, fait qu'ils reprennent ce qu'on faisait dans les petits villages à l'époque, genre la façon, l'espèce de contrôle social qu'il y avait à petite échelle, qui avait certains mauvais travers, là, mais globalement, n'avait pas la portée là, qui est actuelle. Là, ça va au point où dans les grandes villes, ils diffusent sur les panneaux d'affichage les personnes qui contreviennent à ne pas traverser au passage piétonnier. Fait que, ils sont vraiment extrêmes dans leur application de leur chose. Un, en termes d'application, parce qu'ils diffusent publiquement, puis deux, pas respecter le passage piétonnier. Là, on s'entend que la gravité de l'infraction, elle est minuscule par rapport à quelque chose d'autre d'élément peut-être poser dommage autrui, autant financier que physique. Là. Mais c'est pour ça, après, là, c'est la vision de la juriste qui va s'exprimer. Mais bien sûr que la technologie n'est pas neutre, mais pour autant, le cyberespace ne doit pas devenir une zone de non-droit. Parce que je ne dois pas humilier quelqu'un sur les réseaux sociaux ou aujourd'hui, quand un enfant est harcelé et change d'école, j'ai beau le changer d'école, il va être c'est sur Internet, c'est accessible partout où des gens vont pouvoir retrouver qui il est et la vidéo va ressortir. Il n'y a pas de droit à l'oubli sur Internet. Donc voilà. Après, les robots assistants, parce que là aussi, non, la technologie, elle n'est pas neutre. Le robot assistant, il va faire ce pourquoi il y a des attentes. Et puis, si le concepteur est quelqu'un de sain, le robot assistant va faire des choses bien, mais pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées, les robots assistants sont appréciés. Et après, je fais, mais en revanche, si le robot assistant, il est là pour surveiller et passer de l'information pour dire au cambrioleur quand est-ce qu'il peut passer, ça, c'est pas cool. Donc, voilà. C'est pour ça que celui qui a conçu le robot assistant, il n'imaginait pas qu'il aurait fait, ou celui qui fait l'interrupteur qui dit quand est-ce que les gens sont présents, puisqu'on va pouvoir connaître les usages de l'habitation et qu'on me dit son interrupteur, ça dit juste allumer, éteint, il n'y a pas besoin de le sécuriser. Non, parce que je vais savoir les habitudes dans le logement. Donc, je sais quand est-ce que les gens sont là et je sais quand est-ce qu'ils sont pas là. Donc, je deviens le cambrioleur éthique parce que je vais venir cambrioler quand ils sont pas là. Comme ça, je suis sûre de blesser personne. Donc, je ne ferai jamais de prison ferme. Oui, c'est ça, c'est les usages déviants, c'est ça. Puis non, c'est pas neutre parce que c'est toujours dans l'usage qu'on va ramener comment toutes les choses se font, où tout se dirige, tout se fait. Fait que c'est d'oublier que l'humain est présent dans les éléments technologiques. L'humain conditionne la technologie. Puis c'est ça qu'on oublie, à quel point on est choses. Puis la technologie, puis autant on aime ça dire que l'intelligence artificielle avance. Le modérateur ou le volet éthique qu'on a fondamentalement dans chaque humain n'existe pas en technologie. À ce moment-là, on n'a pas cette espèce de
fail-safe, c'est-à-dire qu'il ne peut pas arrêter de fonctionner. On l'a vu dans certains films, ils essaient de présenter comme les lois d'Asimov, par exemple, qui vont essayer de mentionner. Mais même ces lois-là ont des limites en termes d'application parce que dans quelle mesure on va faire un jugement comme un humain ferait un jugement d'une situation, comment notre esprit se développe. Et d'ailleurs, puis ça, un problème, c'est que notre génération, on a développé un sens critique, justement, qui était axé sur le fait, puis on a déjà fait un épisode sur ce sujet, qui était justement qui s'est développé avant les technologies. Maintenant, le sens critique des jeunes, puis devrait se développer d'ailleurs avec les technologies, en harmonie avec les technologies. Et alors, s'il ne se développe pas en harmonie, il se développe en codépendance. Et c'est malsain. Donc, on est dans un contexte où on n'est pas capable de développer notre sens critique et de se fier à nos senseurs, là, de comment on perçoit les choses, comment on devrait agir, parce que biologiquement, on est tous programmés à peu près de la même façon, fondamentalement. Puis on oublie. Mais c'est peut-être parce que les questions de sécurité sont toujours technocentrées et qu'on regarde plutôt à éviter l'intrusion. Et encore, après, on va nous dire ah, mais comme l'information, elle est pas grave, elle est pas sensible, je vais pas mettre le prix parce qu'on coûte matière première, mon objet connecté, je vais pas sécuriser les capteurs ou je vais pas sécuriser. Sécurise pas le capteur, mon gars, mais sauf qu'après derrière, les données d'entrée de l'IA, elles vont être foireuses. T'as raison. Mais à un moment donné, la technologie, c'est des systèmes qui peuvent être complexes avec plein de sous-systèmes. Voilà, j'ai un grand système avec plein de sous-systèmes et à un moment donné, moins je sécurise et plus je crée de la vulnérabilité, ne serait-ce que sur la partie technique. Et après, derrière, je fais rentrer l'humain. Alors, l'humain concepteur qui lui-même est faillible, hein, s'il était malade et qu'il avait la crève quand il a conçu et imaginé son truc, autant dire que le cerveau étant dans les narines, hein, il n'était pas trop concentré sur ce qu'il devait faire. Ensuite, il sera pas au top de sa perf ce jour-là, ou s'il a eu un problème et qu'il s'est pris la tête avec madame, ou que madame s'est pris la tête avec son conjoint, parce que les femmes aussi conçoivent, et elles sont pas forcément meilleures que les hommes quand elles conçoivent, même si à la limite, je pense qu'elles ont la conscience de l'humain plus importante que les hommes. Mais je pense que ceux qui ont conçu les jouets pour enfants, les nounours, les peluches connectées et qui se sont rendus compte qu'ils avaient créé des objets qui avaient été utilisés par des pédophiles pour communiquer avec des enfants, je pense qu'ils l'ont plutôt mal vécu. Donc, à un moment donné, n'oubliez pas l'usage, n'oubliez pas le détournement de l'usage et qu'une technologie sans utilisateur, vous la vendrez pas. Maintenant, une technologie qui crée du tort à son utilisateur, vous la vendrez plus. Donc, si vous voulez la pérennité de votre business, à un moment donné, il faudrait peut-être mettre l'humain dans l'équation, mais dès la conception. Parce que quand on dit le droit dès la conception, mais le droit n'est pas là pour vous enquiquiner, il est là pour rappeler qu'il y a des règles à mettre en place pour que finalement on soit dans un rapport gagnant-gagnant. Donc, tant pour que l'entreprise, elle continue à avoir du business, mais pour que l'utilisateur, il sacrifie pas sa vie privée et qu'il garde un minimum d'autonomie décisionnelle. Donc, à un moment donné, soyez transparents sur la manière dont vous avez conçu les choses, parce que comme ça, après, l'utilisateur, il va dire, cette technologie, elle est pas mal. Au quotidien, même faire gagner du temps. Par contre, sur des questions précises, je vais compléter cette source d'information avec une autre information. Mais sur mon quotidien, sur les tâches, voilà, sur des choses, je m'en sers. Mais voilà, l'humain, il est capable de s'adapter. Et puis après, de toute façon, hein, si le gars, il est trop débile, à un moment donné, on a un principe, le droit protège pas les imbéciles, mais des deux côtés. Mais j'aime bien le fait que tu abordes sur le volet technocentré. La réalité, c'est que je pense qu'on n'aborde pas assez ça avec le regard de la sûreté. Parce que la sûreté amène des notions très différentes. Et malheureusement, la cybersécurité ne tient pas, n'aurait intérêt à s'inspirer de la sûreté parce que la sûreté est déjà fondamentalement basée sur la vie de l'humain. Déjà en partant, donc il y a déjà des calculs qui sont faits en conséquence de tout ça, justement pour protéger la vie de l'humain dans ce contexte-là. Il n'est pas juste basé sur un objectif qui est inconnu. Puis de toute façon, dans l'absolu, la cyber n'est qu'un moyen qui est atteint pour atteindre des objectifs qui sont
autres. Donc, si les objectifs de sûreté sont mis correctement en place, la cyber va être capable d'appuyer ces mesures-là. Mais des mesures de cyber dans le vide, ça sert strictement à rien, puisqu'on n'a aucune idée de ce qu'on protège et pourquoi on le protège. Puis ça revient toujours pourquoi. Là, entre autres, le rôle de la juriste est très important parce qu'il va aider justement au niveau légal pourquoi on protège, parce que de façon légale, le législateur a décidé qu'on devait ça parce que de son expérience du véhicule, des choses comme ça, puis il a mis des règles en place qui servent à protéger les humains, qui servent à protéger le grand nombre, le plus grand nombre possible. Et justement, ça nous guide dans ça. Le RGPD est un très bel exemple où l'appétit infini des grandes compagnies a dû être arrêté jusqu'à un certain point par des lois beaucoup plus restrictives qui servent à protéger justement les humains contre eux-mêmes, parce que les humains ne sont probablement pas assez capables de voir l'ensemble. Et ces lois-là, puis d'ailleurs, il y en a qui s'en viennent avec l'intelligence artificielle en Europe, au Canada aussi. Puis même aux États-Unis, ils sont allés même plus vite. Il y a eu un décret du président qui est sorti au moment où on enregistre. Il y a un décret du président qui est fait justement pour ramener ces notions-là dans l'intelligence artificielle. Fait qu'il y a une prise de conscience des législateurs ou de l'exécutif à... Tu veux dire qu'il écoute tes podcasts? Je dirais pas jusque-là, mais étonnamment, le gouvernement Biden est beaucoup plus novateur en cyber, en protection dans des mesures puis de point de vue législatif que ce qu'il y a eu précédemment. Bon, là, ils ont essayé de faire une autre loi pour réussir à rebâtir les ponts tout le Safe Harbor puis Privacy Shield qui ont malheureusement tombé. Ils ont des efforts de cette nature-là, sont insuffisants, mais quand même, c'est intéressant de voir que d'un désert complet de protection des données personnelles qu'étaient les États-Unis, sont en train de transformer ça en quelque chose d'autre. Peut-être pas encore à niveau avec l'Europe, mais bon. On peut comprendre que Biden se méfie du binôme Trump-Poutine. Enfin, franchement. Je pense que, voilà. Oui, non, c'est ça, on s'entend là-dessus, c'est ça. Mais il rajoute un petit coup d'Elon Musk, là. Non, parce qu'en fait, il faut pas oublier aussi aujourd'hui, parce que là, on parle des jeux, enfin, de la technologie n'est pas neutre. Faut pas oublier, c'est que maintenant, dans les négociations entre États, parce que moi, je suis désolée, mais la guerre en Ukraine le montre bien. Mais dans les négociations entre États, on a les GAFAM qui s'invitent aujourd'hui parce que qui a financé les câbles sous-marins pour Internet, quoi. Et la question de l'espace. Maintenant, qui envoie aussi des satellites et qui envoie des choses et collecte de l'info. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'aujourd'hui, ou avant, autour de la table, on n'avait que des États. Donc, où en fait, c'était bien l'intérêt général, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est les États. J'ai quand même des intérêts privés d'entreprises qui sont cotées en bourse qui interviennent. Et là, c'est encore moins neutre parce qu'on est en train de parler de traités internationaux. Et ça veut dire quoi? Que l'État qui est pas d'accord avec une entreprise, les habitants se retrouvent coupés d'Internet? C'est quoi à un moment donné la menace? Et c'est là où c'est pas normal. Donc, sur le plan géopolitique, là aussi, ces entreprises ont pris un pouvoir, on les a laissés prendre un pouvoir et une place qui devient gênante, je trouve, à la table des négociations. C'est la différence aussi entre le regard américain ou nord-américain en général, parce que le Canada aussi est un peu inclus dans cet univers-là, moins que les États-Unis, mais quand même, où le pouvoir régalien est sous-traité. Avec les privateers, fait que les Américains sont très forts sur sous-traiter beaucoup de leur sphère régalienne à l'entreprise privée. Les chasseurs de primes aux États-Unis, c'est des choses qui sont très courantes. Il y a beaucoup de notions comme ça. Le fait que Starlink, justement, tous les satellites d'Internet à travers le monde, le fait que tous ces éléments-là et cet abandon-là du pouvoir régalien par les Américains, ou en tout cas cette sous-traitance-là qui est très dans leur philosophie, est en train de contaminer le restant du monde. C'est pour ça, entre autres, que l'Europe a beaucoup un regard très différent. La France, entre autres, parce que je suis beaucoup plus familier là, a un regard qui est à l'opposé des Américains. Et dans cette circonstance-là, se trouve à être écrasé dans le regard mondial parce que l'espace que les compagnies américaines ont pris vient empiéter sur le pouvoir régalien français qui, normalement, qui est maîtrisé par, justement, l'État et non l'entreprise privée.
Alors là, nous, on a eu un petit soubresaut parce que vous avez tenté avec les cabinets de conseil outre-Atlantique à venir influencer nos gouvernements et non, on n'est pas encore dans une logique de mercenariat et le pouvoir régalien, il y a certains sujets qui restent encore, mais certains sujets, mais quand on regarde la question de la souveraineté et qu'on parle du cloud, là, ils ont bien laissé la porte ouverte et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais bon. Mais encore là, c'est intéressant parce qu'il y a eu une annonce cette semaine, mais là, les trois grands vont collaborer avec les trois grands français, justement pour réussir à avoir un cloud souverain français. Avec des choses. Je sais pas ce que ça va donner parce que tu sais, c'est Microsoft. Un cloud souverain fait par du Microsoft et du Google, bien sûr. Mais ils sont avec Atos, Capgemini, puis là, je me rappelle pas, Orange aussi. Fait que toutes les compagnies françaises, mais je sais pas ce que ça va donner parce que là, ils sont au début de cette expérimentation-là. De comment ils le font. Fait que mais on avait pas déjà parlé de la stratégie du cheval de Troie. Ben, c'est ça. Je ne sais pas à quel point tout cet élément-là va se répercuter sur un vrai, ce qu'on appelle, je pense, le cloud de confiance. En tout cas, bref, ils donnent des beaux mots marketing pour expliquer cet élément-là. Nous, on ne comprend pas parce qu'ils ont accepté ça. Alors, je ne sais pas pendant combien de temps ça va tenir parce qu'il ne faut pas oublier que sur le Health Data Hub, la Cour européenne de justice a sanctionné la France parce que ça avait été pris en charge par Microsoft. Et en disant les données de santé des Français ne peuvent pas être mises sur un serveur qui a des lois extraterritoriales comme ça. Et donc, non, ils ont refusé. C'est la Cour de justice qui est venue taper sur les doigts de l'État français. Donc, de toute façon, ils sont plus à ça près chez nous. Hein. Ils aiment la fessée. Mais ça, c'est des sujets qui sont intéressants, justement, d'amener ça, cette discussion-là. Mais je sais que de toute façon, en Angleterre, eux, le choix qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi, c'est, je crois, AWS, qui est leur opérateur infonuagique. Ils ont Brexit, hein, donc nous, ils ont Brexit. Ouais, non, ils vivent pas sur la même chose, puis ils veulent même se séparer du RGPD, là. Ils sont en train de... ils se séparent de tout, hein, mais... Fait qu'ils font leur chose, mais il y a quand même des notions intéressantes à explorer, qui vont être explorées là-dedans parce que il y a encore beaucoup de flou. Surtout avec le fait qu'il n'y a plus de Privacy Shield, justement, qui encadre les échanges de données entre l'Europe et les États-Unis. Tout ça, et puis le RGPD, petits éléments-là, puis ces grands opérateurs-là qui ont un certain besoin. Mais je dis, pour moi, le pire opérateur, c'est Microsoft, parce que ces éléments reviennent toujours aux États-Unis. Les autres sont moins pires parce qu'ils ont moins de... Leurs services sont moins... centrés sur les États-Unis, sont plus éparpillés à travers le monde, donc on pourrait plaider une certaine forme de souveraineté à ce moment-là. Microsoft, lui, non, la plupart de ses services qui sont les plus intéressants sont tous hébergés aux États-Unis, tous. Oui, mais lui, il est comme Miss Monde, Miss Univers, et lui, il veut la paix dans le monde. Ouais, non, ils vivent l'argent dans ses poches. Mais tu sais, c'est justement, c'est l'autre aspect, c'est les entreprises privées sont pas neutres. Puis tu dis, les amener à la table de négociation, c'est troublant. Parce qu'eux ont toujours un objectif de faire de l'argent. On l'a vu avec Starlink puis Elon Musk. Là, il a commencé à dire, ouais, là, je suis tanné de financer le Starlink pour l'Ukraine. Là, le gouvernement américain, l'armée payer les frais que ça coûte de faire ça. Fait qu'il offre le service, un peu comme un revendeur de drogue. Il offre le service. Puis une fois que là, le monde sont bien habitués d'avoir le service, là, ça coûte de l'argent. Là, faut charger, là, faut faire ci, faut faire ça. Fait que c'est un peu à la limite de l'extorsion, là, ce qu'il est en train de faire. Là. Bah oui, mais en même temps, on lui a laissé la porte ouverte. Donc c'est bien pour ça que quand on a un esprit critique, enfin moi, on m'a toujours dit quand ça tombe tout rôti, c'est que c'est pas bon. Il vaut mieux que tu te sois quand même... Il n'y a rien qui est gratuit. Hein. Donc, on m'a dit, si c'est gratuit, c'est que tu es le produit. Donc, franchement, à un moment donné, ces règles de base qu'on connaît tous, il y en a qui ont l'air... Pourtant, ils sont des postes, je sais pas, on leur demande d'avoir un esprit critique. Ils ont plein de conseillers autour d'eux. Mais je sais pas, ils étaient tous en vacances. Je sais pas trop ce qui se passe, mais quand c'est gratuit, c'est que tu es le produit. Donc, à un moment donné... Tu vas le sentir passer. Hein. Ah, définitivement, mais ça, on l'a vu là, puis c'est justement
le fait que le pouvoir régalien au sens américain est très faible, en quelque sorte. Même dans certains États, la police est sous-traitée. Fait qu'on est dans un contexte où le pouvoir régalien est quasi nul dans certaines sphères. Il est en train justement de contaminer le monde. Starlink est un bel exemple de ça. Puis là, on est pris avec le problème de cet élément-là. Puis j'avais assisté, c'est l'an dernier, à un événement GA, justement, qui parlait de tout l'espace, puis tout ce qui était la sécurité au niveau de ces choses-là. Événement très intéressant par ailleurs, là, puis j'ai perdu un peu le fil depuis, mais très intéressant parce que cet espace-là n'est pas analysé par les Nord-Américains de la même façon que les Européens. Et la souveraineté dans ces espaces-là, le fait d'avoir des compagnies privées qui opèrent dans ces espaces-là, le fait que le copinage entre l'armée et les entreprises privées est très fort aux États-Unis, quoique c'est quand même un peu le cas partout à travers le monde, mais il est beaucoup plus connu aux États-Unis, disons, ce copinage-là. C'est tout ça est en cyberespace très troublant et vient justement quand on parle de neutralité, pour revenir au sujet. Il y a beaucoup de questions à se poser quand Elon Musk vient de négocier des choses, puis sa notion de neutralité n'est pas nécessairement là, surtout que c'est un personnage qui est très peu neutre. Et lui, il plaide même pas qu'il n'y a aucun semblant de neutralité, là, donc on est dans un contexte, c'est un peu plus difficile, là. Oh, bah, de toute façon, hein. Moi, tout ce que je sais, et enfin, comme tu le sais avec ma Dream Team de cyber et facteurs humains, quand on aborde ces questions où on veut on veut garder l'expertise humaine, c'est-à-dire que l'expertise humaine assistée par la technologie, ça va de soi, on va pas s'en priver, ça facilite le quotidien, mais qu'à un moment donné, on veut rester maître des choses, parce que le jour où la technologie va créer du tort, va créer un préjudice, et qui rend compte? Qui est là pour la victime? Et à un moment donné, de dire à la victime, excuse-moi, c'est la machine, c'est la technologie, donc il y a personne qui est responsable et c'est pour ta gueule, c'est pas super classe. Parce que la voiture connectée qui vous enverra dans un mur, vous serez bien content de trouver un responsable. Donc, pour moi, il ne faut pas déresponsabiliser les acteurs de la technologie, parce que ça permet aussi de garder un peu d'éthique. Parce que le jour où il faut rendre compte et qu'on vous présente l'addition, bah, vaut mieux qu'eux aussi ils soient avertis de quelle est leur responsabilité. Et les gens responsabilisés, normalement, j'espère, font moins de conneries. Donc, là aussi, c'est un vœu pieux, mais normalement, quand on sait ça va te coûter tant, logiquement, dans le bénéfice-risque, à un moment donné dans la balance, ça me coûte combien? Bon, c'est bien pour ça que pour le moment, dans le véhicule autonome, je suis un patron du CAC 40, hein, d'une entreprise très, 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 très riche, pourvu qu'il n'y ait pas de biométrie dans le bordel. Mais pour essayer de sauver ma peau en cas de problème, hein, je suis l'accident qui va leur coûter tellement cher qu'ils vont tout faire pour que le véhicule sauve ma vie. Bon, par contre, je serais peut-être étouffée dans mon airbag, hein, mais... mais c'est important, la responsabilité, parce que quand il y a des éléments où il n'y a pas de responsable, on l'a vu, c'est la crise financière, c'est Enron aux États-Unis, puis justement avec Sarbanes-Oxley qui est fait, où maintenant le président ou le CEO de l'entreprise est criminellement responsable s'il y a faute. Ben ça a changé l'industrie au complet, là. Du moment que puis dans ce cas-ci, criminellement responsable. Puis on a même un cas plus récent avec le ciseau de Uber qui a été reconnu criminellement responsable d'avoir caché de l'information lors d'un incident. Dans ce cas-ci, lui, c'est probablement qu'il va essayer d'aller en appel puis essayer de s'en sortir. Mais cela étant dit, le message que ça l'envoie, puis il est très important, c'est pas ton rôle de ciseau, il est important. Tu es assis à la table des grands. Et quand tu es assis à la table des grands, ben, tu peux être criminellement responsable si tu fais pas ton travail correctement. Et dans ce cas-ci, il ne l'a pas fait. Clairement, parce que le jury l'a reconnu coupable. Les fardeaux qui étaient mis là, le déclarer, le fait qu'il n'a vraiment pas fait sa responsabilité, il a vraiment masqué de l'information, il aurait vraiment nui à tous ces éléments-là. Fait que c'est dès que tu mets de la responsabilité, il faut que tu sois comme jeter une douche d'eau froide sur bien des ciseaux en Amérique. Cependant, je pense que c'est le temps qu'ils se réveillent aussi pour dire, ben là, c'est pas une marche dans le parc, votre emploi, là. Vous avez la responsabilité de la cybersécurité de votre entreprise et les informations que vous détenez. Si vous ne collaborez pas aux règles qui sont en place, ben, vous pouvez vous trouver dans le pétrin.
pour de vrai. Fait que là, les gens qui vont prendre des emplois dorénavant, ils vont être fait, oui, mais là, je veux des moyens. Si je ne me donnez pas les moyens de faire mon travail, ben, je vais refuser l'emploi parce que je peux être mis en prison si je suis pas capable de faire mon travail correctement. Là. Les gens vont être plus nerveux. Là. Mais tu vois, quand on parlait du droit à l'erreur, on en avait déjà parlé et je t'avais dit que pour moi, le droit à l'erreur était au niveau de celui qui n'avait pas la main sur ce qu'on lui donnait pour travailler ou pour dans son environnement. Il n'a pas les informations. Pour moi, j'estime que l'erreur, de toute façon, l'erreur va être naturelle parce qu'elle va se produire. S'il n'est pas informé, s'il n'a pas les mises en garde, s'il n'a pas les conditions d'utilisation et tout, bien sûr que la connerie, elle va arriver. Et donc, pour moi, à partir du moment où on n'a rien dit et qu'on a omis de dire, en fait, pour moi, c'est pas qu'il y a une erreur des autres. Donc, de celui qui a choisi, par exemple, dans une entreprise, celui qui a dit, tiens, je vais mettre en place telle technologie pour tous mes salariés. Non, à un moment donné, c'est toi qui n'as pas pris les garanties pour que l'utilisateur soit pas embêté. Donc, comme tu n'as pas pris les garanties et que t'as pas, parce qu'après, derrière, tu as pris les garanties, ok. Bon, pourquoi il y a eu le problème? Ah, c'est le fournisseur qui t'a menti et qui t'a vendu du rêve. Ok, on remonte la chaîne de responsabilité. Mais pour moi, c'est là où je vais aller chercher des fautes. Pour moi, c'est des fautes. Parce que pour moi, c'est obligatoire. Et dans le droit européen, le RGPD, il est très clair. Il nous demande de prendre des garanties sur la sécurité et dans les mesures organisationnelles comme les mesures techniques. Ça veut dire que c'est pas parce que tu me dis que tu as l'homologation et que tu as toutes les habilitations qui vont bien et que tu as toutes les normes ISO qui vont bien. Je m'en fous. Ça ne suffit pas. Quelles sont les mesures organisationnelles pour protéger? Et dans les mesures organisationnelles, quels sont les CGU? Oui, ça en fait partie. Comment as-tu formé l'utilisateur au bon usage? Quand on voit qu'on nous forme à utiliser une machine à coudre, sincèrement, et qu'on ne nous apprend pas à utiliser un smartphone. À un moment donné, le pouvoir de nuisance avec le smartphone est plus grand qu'avec une machine à coudre. Que ça dépend, peut-être que les enfants sont pas d'accord quand maman a cousu des trucs bizarres. Mais voilà, c'est à un moment donné, le pouvoir de nuisance est beaucoup plus grand avec un smartphone mal utilisé. Et quand on voit combien de fois, on en rigole tous les deux, mais quand on voit les bugs, ah là là, oui, j'ai changé mon billet de train et comment ça, il y a que mon smartphone qui est au courant que j'ai changé le billet de train. Oui, parce que tu as été déconnecté et que c'est la transaction n'est pas arrivée jusqu'au serveur de la SNCF. Et donc, tu as une amende. Vive le TGV. Bon, ça, c'est quand... Voilà. Après, le problème de l'information sur les voies, c'est comme ça qu'on se retrouve à Lyon quand on veut aller à Rennes. Hein. Par exemple, oui, par exemple. Voilà, franchement, mais ça montre bien que l'affichage, il était tout foireux. Parce que quelqu'un qui n'est pas habitué de la gare peut se paumer et se tromper de train. Oui, j'ai une belle leçon du système ferroviaire français. Ça a été très efficace et très, très subi. Non, mais quand on dit que la SNCF vous fera préférer le train, on ne savait pas que ce serait à ce point avec toi. Hein, mais bon, toi, tu l'as adoré. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, c'est là où, quand on voit nos générations smartphones, là, tous nos ados, là, tous nos jeunes qui passent leur vie sur le smartphone et qui gèrent leur vie sur le smartphone, et finalement comme ils savent pas qu'il faut aller vérifier dans ta boîte mail que tu as bien l'accusé réception de la démarche que tu as faite, et en fait, derrière, ils se retrouvent avec des complications et des choses qui n'ont pas été validées. Bon, là, je parle des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Mais en même temps, dans mon public sur le smartphone, où est-ce que vous avez vu une seule fois, un jour, dans les conditions générales d'utilisation, attention à l'obligation de mise en garde. En reparlons-en. Attention pour un usage via un smartphone, attention à la connectivité et veuillez vous assurer et vérifier que, parce que quand on capte mal, et Dieu sait qu'on capte mal, parce que la 4G, la 5G, quand il y a du réseau, quoi. Parce que à chaque fois, on nous dit qu'on est déconnecté, puis ça fait des petits bops, et puis après, on nous dit « Oh, t'as disparu, hop, tu réapparais ». Oui, ça, c'est le monde virtuel. Dans la vraie vie, je suis toujours là, mais j'espère être connectée et je me déconnecte. Et c'est comme dans les conversations. Des fois, on a des gens qui déconnectent et puis ils reviennent. Pour d'autres raisons. Mais oui, effectivement, ces éléments-là sont mal
mal maîtrisé. De toute façon, on n'éduque pas les gens, là, dans le fond. J'ai bien aimé que tu as pris l'exemple quand je me suis gouré avec les trains en France. Mais l'affichage était effectivement mal foutu pour quelqu'un qui a aucune idée comment ça fonctionne. Ben, je me suis fait avoir dans ce genre de choses-là. Puis en technologie, c'est d'autant plus important parce qu'on se trouve dans une population de gens qui sont souvent des nouveaux utilisateurs. Je vais juste regarder comme mes parents, par exemple. Eux autres sont vraiment pas nés dans cet univers-là. C'est vraiment très, très, très tard dans leur vie, la technologie. Fait que les autres, la fiabilité de l'équipement est d'autant plus mystérieux que ce genre de choses. Ils seraient justement propices à se faire avoir, à faire une modification, pas de connexion. Je pense que la correction, le changement de biais a été fait, puis dans les faits, la correction n'a pas été faite parce qu'ils n'ont pas nécessairement le réflexe de contre-vérifier dans la boîte courriel ou dans d'autres mécaniques autour pour s'assurer que les changements ont été effectués ou qui ont lu les petits caractères qui sont cachés un peu partout, parce que ça aussi, dans le système ferroviaire français, j'ai appris qu'il y avait des petits caractères de cachés un peu partout parce que certains services offrent de la souplesse, d'autres pas de souplesse, d'autres certaines ci, d'autres ça. Donc, il y a beaucoup de nuances qui, s'ils ne sont pas clairement mentionnés à l'utilisateur, puis dans un contexte où ils sont nouveaux là-dedans, là. Ah, mais 50 nuances de gris avec la SNCF, hein, tu souffres. Oui, j'ai avoir des trains. J'ai eu un cours rapide sur le fonctionnement de tous ces éléments-là, dont les différentes gammes de trains, dont sont les différents trajets, comment les trajets fonctionnent, comment les vérifications sont faites, comment tout d'un coup. Tout dans la même semaine. Ça a été brutal, mais puis je le prends en rien parce que c'était effectivement très drôle, puis de tout ça, comment tout ça s'est fait, puis je m'en suis bien sorti, puis j'ai la capacité puis l'agilité pour faire ce genre de choses-là, mais si je me base sur beaucoup d'autres personnes n'auraient pas eu dans un contexte réel, là, en plus. Mais dans un contexte technologique, il y a encore moins de gens qui sont capables de naviguer là-dedans, de comprendre les indices, de comment les stimuli sont renvoyés justement pour qu'ils soient capables de s'y retrouver. Là, c'est fou. C'est là encore là, ça devient encore plus facile de manipuler ces gens-là parce qu'ils n'ont aucune capacité. Puis là, on parle de ces gens-là, même les jeunes, là, n'ont pas été éduqués à faire la part des choses entre les symboles technologiques et réels. Mais en même temps, maintenant, tu t'es forgé ton expérience. Et de ton expérience, tu vas avoir des intuitions et tu vas te méfier et tu vas pouvoir mettre des mesures de sécurité et de protection. Mais maintenant, sur la menace cyber, beaucoup n'ont pas encore vu et n'ont pas encore eu l'expérience parce qu'en fait, soit ils se rendent pas compte qu'il y a déjà une infiltration et que leurs données, ils s'en rendent compte peut-être parce qu'ils reçoivent un peu trop de SMS, mais ou qu'ils se font démarcher régulièrement. Et là, c'est dans le meilleur des cas. Mais c'est-à-dire que l'expérience, elle est brutale, mais après, elle sert à la pédagogie pour l'amélioration de la pratique et pour mettre de la vigilance et de l'attention. Maintenant, c'est vrai que on est sur des sujets, c'est de l'immatériel, ça parle pas aux personnes, et quand on essaye d'attirer leur attention et leur vigilance, c'est pas le moment. Ils sont pas attentifs, on n'arrive pas à faire en sorte qu'ils soient concentrés sur le discours parce que le message, pourtant, il a beau être simple sur les mesures de base, même pour la neutralité, la question d'avoir un esprit critique. On entend ce discours de dire diversifiez vos sources, ne prenez pas pour argent comptant ce qui vous est dit, creusez. Et pourtant, on est tellement devenu dans une politique, c'est Michel Serres dans son livre Petite Poussette qui l'explique, qui dit qu'on est tellement venu avec notre smartphone, on veut l'info en instantané. Et donc, en fait, on ne supporte plus d'attendre pour avoir une information. C'est que la première information qui sort, c'est celle qu'on va prendre en compte. Sauf qu'il y a de fortes chances que ce soit la plus foireuse parce que si elle a été financée pour nous amener à choisir sa boîte, c'est pas forcément la meilleure solution. Quand on voit aujourd'hui le GPS qui va être programmé, parce qu'en France, on s'est dit, mince, on a un bilan, on a des points carbone, là, il faut que sur le plan climat, on est un peu merdique, il faut qu'on progresse. Donc maintenant, on a demandé à paramétrer tous les GPS pour qu'on ait le meilleur trajet par rapport au plan climat. Ouais, juste, moi, je vais être à la bourre à mon rendez-vous avec vos conneries. Donc, c'est là où, quand on sait qu'est-ce qu'on lui dit, on dit non, ta gueule sur le premier trajet proposé et on lui dit je veux ça.
Et après, on va nous faire culpabiliser parce qu'on n'est pas pro-climat. Sauf qu'on dit, ouais, mais on est pro-climat et je passe par où? Ah, bah oui, bah j'évite l'autoroute parce que je consomme trop d'énergie et trop d'essence et que je vais consommer moins. Ouais, mais je vais passer par les villes. Et puis, bah finalement, en passant par les villes, j'ai tous les passages cloutés avec les enfants et le risque d'accident qui, en ville, est beaucoup plus néfaste que sur autoroute parce que sur autoroute, il y a quand même moins d'accidents. Et donc, avec la bonne idée du plan climat, je viens de créer des problèmes et de risques routiers dans les villes avec les enfants. Bon, bah, c'est magique. Mais à un moment donné, dans les choix stratégiques, attention aux effets médias et à la communication et aux paillettes. Quand il y a trop de paillettes, ça pue, là aussi. C'est pas bon. C'est pas la meilleure idée du monde. Et donc, à un moment donné, c'est comment on reprend l'esprit critique, comment on retrouve sa raison. Mais tout le monde le sait, hein, quand il y a trop de paillettes, tu leur parles pas aux gens qui ont trop de paillettes, tu dis ouh. Puis alors, surtout dans le monde de la cyber, quand il y a trop de paillettes, c'est pas très cyber. C'est très à risque. On va conclure sur ça. C'est le sujet encore très intéressant. On finit sur des paillettes, oui. Ben on finit de façon grandiose sur ça. Toujours très intéressant. C'est des débats qui nous animent puis que c'est toujours très intéressant d'échanger. Je te remercie énormément et on se dit à la prochaine. À la prochaine.